KPMG Fréquence Banque. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 13 octobre 2021. Je suis ravie de présenter cette nouvelle édition de Fréquence Banque, l'émission de Radio KPMG qui fait le tour de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Au micro, Kenza Moulin. Avec nous aujourd'hui, Arnaud Bourdeil, associé et responsable des activités d'audit bancaire de KPMG, et Étienne Antôme, responsable de la plateforme Banque Durable de KPMG France. Bonjour à tous les deux. Bonjour Kenza, bonjour à tous. Bonjour Kenza, bonjour à tous. Au programme de cette édition, nous ferons d'abord un tour d'horizon de l'actualité réglementaire bancaire, avec à la une, la levée de la limite imposée par la BCE sur les dividendes, la prolongation par la BCE toujours des mesures d'allègement du ratio de levier, les résultats des stress tests 2021 réalisés par l'EBA et la BCE, et enfin, le nouveau canevas du rapport de contrôle interne. Ensuite, nous poursuivrons cette émission avec vous, Étienne Antôme, et nous nous entretiendrons ensemble sur les enjeux de la transition ESG pour les banques. KPMG Fréquence Banque. On démarre cette émission avec une bonne nouvelle qui nous vient de Francfort et l'annonce le 23 juillet dernier par la BCE de la levée de la limite imposée aux banques de versement des dividendes. Comme nous l'avions largement présenté lors de précédentes émissions, on se souvient tous que depuis mars 2020, la BCE avait demandé aux banques de ne pas verser de dividendes pour conserver leur capacité à absorber les pertes, à soutenir l'activité de prêt aux ménages et aux PME. Les établissements qui souhaitaient tout de même en verser en 2021 devaient respecter certaines conditions. Le montant des dividendes versés devait être discuté avec l'autorité de surveillance et être inférieur à 15% des bénéfices cumulés en 2019 et 2020, sans dépasser 20 points de base du ratio CET1. On suppose donc, Arnaud, que cette annonce de la BCE a été accueillie favorablement par les banques. Tout à fait. Mais la BCE a assorti la fin de sa recommandation de conditionner les dividendes à deux éléments importants. Premièrement, les banques doivent rester prudentes et ne pas sous-estimer le risque de crédit dans leurs décisions relatives aux dividendes. Et deuxièmement, les autorités prudentielles évalueront à nouveau les plans de fonds propres et de distribution de dividendes de chaque banque dans le cadre du processus régulier de surveillance. Cette nouvelle décision de la BCE intervient à la suite de projections macroéconomiques qui confirment le rebond économique et sont le signe d'un horizon moins incertain depuis cet été. Oui, vous avez raison, mais dans son communiqué du mois de juillet, la BCE insiste toutefois sur certains points, notamment les trajectoires de fonds propres et les plans de distribution de dividendes ou de rachat d'actions devront être discutés avec chaque banque. Et ensuite, celles-ci devront faire preuve de discernement lorsqu'elles décident de verser les dividendes et de procéder à des rachats d'actions pour ne pas impacter négativement leur modèle d'affaires. J'ajoute également que la BCE demande aux banques de ne pas sous-évaluer les pertes supplémentaires qui risquent d'avoir une incidence sur leur trajectoire de fonds propres et d'adopter une approche prudente et prospective dans la fixation de leur politique de rémunération. La prudence reste donc de mise. Oui, il est aussi important de souligner que la BCE annonce dans ce communiqué du 23 juillet que les prochaines décisions relatives au versement de dividendes seront prises au cours de ce quatrième trimestre. On comprend que cette décision du 23 juillet n'est donc pas figée et peut évoluer en fonction de la situation sanitaire et économique. On suivra donc de près l'actualité bancaire européenne. Et bien que cette annonce émane de la BCE et s'adresse aux banques du MSU, il est également précisé que les autorités nationales compétentes devront adopter la même approche pour leurs banques qui sont sous leur supervision directe. Et vous avez raison de le rappeler, Arnaud, l'ACPR a d'ailleurs confirmé la semaine dernière la levée de sa recommandation sur les distributions de dividendes, de rachat d'actions et de rémunération variable à compter du 1er octobre 2021, en cohérence avec la décision de la BCE. Continuons avec les décisions prises au niveau européen dans le cadre de la crise sanitaire. La BCE a prolongé sa mesure d'allègement du ratio de levier. Absolument. Dans la continuité des décisions prises en 2020 sur ce sujet et toujours dans le but d'alléger la charge prudentielle des banques, la BCE et l'ACPR ont prolongé l'autorisation accordée aux banques sous leur supervision d'exclure les expositions en banque centrale du calcul de leur ratio de levier, ce qui mécaniquement réduit le dénominateur du ratio et donc diminue l'exigence de fonds propres au titre du ratio de levier.
On rappelle que cette décision s'inscrit dans le cadre de l'article 500 ter du Quick Fix qui vise à tenir compte de circonstances exceptionnelles générées par la crise liée au Covid et à faciliter la mise en œuvre de la politique monétaire de la BCE dans ce contexte. Oui, je précise néanmoins que les banques qui décideront d'exclure des expositions de banque centrale de leurs calculs devront recalibrer le ratio de levier de 3% pour que seules les expositions accumulées depuis le début de la pandémie bénéficient de cet allègement. Sur la base des données disponibles à fin décembre 2020 concernant les 39 banques qui avaient déjà exclu les expositions sur banque centrale de leur ratio de levier, cette mesure devrait accroître la marge de l'exigence du ratio de levier de 0,5%, ce qui représente un allègement de près de 70 milliards d'euros de fonds propres qui pourront alors être réinjectés dans le financement de l'économie. Et cette mesure sera applicable jusqu'au 31 mars 2022. On vous invite d'ailleurs à écouter ou réécouter dans l'application Radio KPMG notre émission d'octobre 2020, au cours de laquelle nous avions abordé cette mesure en détail lors de sa toute première application. Poursuivons notre tour d'horizon de l'actualité réglementaire avec les résultats des tests de résistance publiés le 30 juillet 2021 par la BCE et le BA. Ces tests, on le rappelle, ont été réalisés en 2021 à la suite du report de l'exercice de 2020 en raison de la crise sanitaire. Tout d'abord, rappelons à Arnaud très brièvement le contexte et le calendrier de réalisation de ces tests. Le 29 janvier 2021, le BA a lancé un test de résistance qui a porté sur les 50 groupes bancaires européens les plus importants, dont 38 groupes sous la supervision directe de la BCE et couvrant environ 70% des actifs du système bancaire européen. Parallèlement, la BCE a lancé le même jour un test de résistance complémentaire pour 51 autres établissements qu'elle supervise directement. Alors, sur le fond, que nous disent ces tests ? En dépit d'une consommation de fonds propres de 265 milliards d'euros, les résultats de ces tests de résistance confirment la résilience du système bancaire sur l'ensemble de l'horizon de l'exercice, à savoir 2021-2023, avec un CET1 moyen supérieur à 10% calculé dans un scénario macroéconomique et financier particulièrement sévère qui envisage le prolongement de la crise entre 2021 et 2023. Même si nous souhaitons tous que la crise de Covid-19 se termine avant 2023. J'ai entendu Kenza. En tout cas, les résultats de ces stress tests sont rassurants et démontrent la capacité des banques à résister à un scénario de stress majeur basé sur des hypothèses extrêmement sévères d'évolution des conditions économiques et de marché dans un contexte fortement impacté par la crise sanitaire. On termine ce journal avec une actualité franco-française. La CPR a publié le 1er juillet dernier son nouveau canevas de rapport sur le contrôle interne pour l'exercice 2021. Ce canevas nouvelle mouture est entré en vigueur le 28 juin 2021 et intègre les dispositions introduites par l'arrêté du 25 février 2021, modifiant celui du 3 novembre 2014. Quelles sont les principales nouveautés de ce rapport de contrôle interne, Arnaud ? Le principal changement concerne les informations attendues en matière de gestion du risque informatique, dans le cadre de l'obligation qu'ont les établissements de se doter d'un dispositif structuré en la matière, qui requiert de définir et de documenter une politique de sécurité de leur système d'information et de mesures de réduction des risques informatiques. D'autres changements portent sur la clarification des objectifs des 3 niveaux de contrôle interne à mettre en place au sein des établissements, l'extension des informations attendues en matière de procédure d'agrégation de données sur les risques, ou encore l'examen de la conformité lors de l'approbation des nouveaux produits. Le nouveau canevas met également l'accent sur la tenue et la mise à jour du registre des activités externalisées et la mise à disposition à l'ACPR d'une extraction chaque année des dispositifs portant sur des prestations de services ou des tâches opérationnelles considérées comme essentielles ou importantes. Et sans surprise, 2 modèles de canevas de contrôle interne sont prévus. Un pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement, et un autre pour les établissements de paiement, les prestataires de services d'information sur les comptes et les établissements de monnaie électronique. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, ce nouveau canevas de contrôle interne est disponible sur le site de la CPR. La crise sanitaire a cristallisé la prise de conscience autour des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les politiques économiques européennes. Elle a également accéléré les projets d'investissement des entreprises
vers une économie durable dans le sillage des objectifs des Nations Unies et de l'accord de Paris sur le climat. Cette transition va s'accompagner d'une profonde transformation des modèles d'affaires des entreprises. Et les banques ont décidément un rôle clé à jouer dans le financement de cette mutation. À une époque où les régulateurs sanctionnent de plus en plus le greenwashing, à savoir le fait de mettre en avant une image de responsabilité écologique, alors que ces enjeux ne représentent qu'une part mineure des engagements réels de l'entreprise, l'analyse ESG devient progressivement une démarche incontournable pour évaluer la performance des entreprises. Précisons d'ailleurs que sous l'acronyme ESG, il n'y a pas que le climat ou la biodiversité, mais également les enjeux sociaux et la gouvernance. Aujourd'hui, nous allons donc discuter des enjeux ESG au sein des établissements de crédit. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir au micro de Fréquence Banque Étienne Antome, responsable de la plateforme Banque Durable de KPMG. La clôture 2021 approche à grands pas et un des principaux enjeux pour la prochaine clôture est de faire le lien entre les risques climatiques et les états financiers. Et on sait que dans ce domaine, les investisseurs ont des attentes fortes. Au-delà des aspects comptables, qui ont été abordés dans l'émission des matinales de KPMG du 5 octobre dernier et que je vous invite à écouter ou réécouter dans l'application Radio KPMG, Étienne Antome, quelles sont les contraintes réglementaires des banques à court terme ? Il n'y a pas de contraintes réglementaires au 31 décembre 2021. En revanche, en 2022, il y a une obligation réglementaire significative qui s'appuie sur l'arrêté des comptes au 31 décembre 2021. C'est la publication d'un ratio d'actifs verts, en anglais Green Asset Ratio ou GAR, prévu au premier trimestre 2022. Il s'agit d'identifier la part des encours de crédit considérés comme verts par rapport au total de l'encours de crédit d'une banque. Cette publication s'inscrit dans le programme d'information ESG que la Commission européenne est en train d'imposer à marche forcée aux grandes entreprises européennes. L'objectif ici est de lancer dans les plus brefs délais une collecte massive de données ESG en vue de constituer les tableaux de bord et les indicateurs nécessaires au pilotage de la transition ESG. Des données dont l'Union européenne a besoin pour atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050. Ceci explique que la publication d'informations ESG concentre toute l'attention réglementaire de la Commission européenne. Il se dit d'ailleurs que ses fonctionnaires s'épuisent à rédiger sans trêve de nouveaux textes. Et par ricochet, cette fatigue risque fort d'atteindre les équipes projets des banques. Du moins, les équipes qui travaillent sur la donnée ESG. C'est la nouvelle ressource rare de la banque. Avec le Green Asset Ratio, les banques vont, pour la première fois, publier de l'information quantitative sur la composition ESG de leurs encours de crédit. L'enjeu est significatif puisque cette information va renseigner les parties prenantes, investisseurs, actionnaires, autorités publiques, sans oublier la société civile et ses ONG, sur l'activité verte des banques. Cela va poser la question de la cohérence de cette information avec les campagnes marketing des banques dédiées aux enjeux ESG. Au niveau des agences de notation extra-financière se dessine également la question du level playing field transatlantique. Quel est le standard de notation extra-financière qui finira par s'imposer au niveau international ? Le Green Asset Ratio européen l'emportera-t-il ? C'est encore un peu tôt pour le savoir. Et comment ce Green Asset Ratio se rattache-t-il à la réglementation ? La publication du GAR découle de l'article 8 du règlement taxonomie et de son texte d'application publié par la Commission européenne le 6 juillet dernier. La version définitive du texte est attendue dans les prochains jours. Ceci souligne d'ailleurs le caractère contraint du calendrier, puisque comme nous le disions, la première publication du Green Asset Ratio est attendue au T1 2022. La Commission européenne a d'ailleurs essayé de tenir compte de la brièveté des délais, demandant juste une version préliminaire du Green Asset Ratio pour cette publication inaugurale. Pour autant, le défi reste considérable. En effet, l'information ESG nécessaire au calcul du Green Asset Ratio, même dans ce mode préliminaire, est largement absente des systèmes d'information de la banque. Et donc, comment les banques vont-elles faire ? À terme, les banques s'appuieront sur les données ESG publiées par les entreprises au cours de l'exercice précédent, afin d'en déduire le caractère vert de leurs encours. Mais pour cette première publication, ce n'est pas possible, puisque les entreprises n'ont encore rien publié, étant donné que l'obligation réglementaire vient de s'appliquer pour elles également.
Aussi, les banques n'ont-elles pas encore complètement arrêté leur stratégie de publication? On l'imagine en effet. Générer une donnée ESG dans les systèmes d'information, alors même qu'elle en est absente, doit donc entraîner toute une série de problèmes opérationnels. En effet, cela va entraîner des changements profonds au niveau de la collecte de la donnée, des processus de traitement de la donnée, de la mise à jour des outils ou des bases de données. D'une manière générale, cette publication en urgence au T1 2022 oblige en même temps à se poser des questions à plus long terme. La stratégie de communication ESG de la banque, bien sûr, mais également la coopération entre départements RSE et direction financière, avec nécessité de mettre très vite la donnée ESG au même niveau de qualité que la donnée financière. On peut également citer la mise en place d'indicateurs pour le pilotage de la banque, la collecte de données ESG en vue du stress test climatique de la BCE. Sans compter le fait que ce Green Asset Ratio, à partir de 2023, devra en outre être publié dans le cadre du pilier 3. Oui, on espère que d'ici là, les exigences réglementaires auront accordé leur violon, de sorte que le Green Asset Ratio de la DPEF soit identique à celui du pilier 3. Au demeurant, même si la publication d'informations ESG est au cœur des préoccupations réglementaires actuelles, ce n'est pas le seul sujet ESG que les banques doivent traiter actuellement. Ainsi, la Banque centrale européenne a publié début 2020 un guide sur les risques climatiques et environnementaux. Ce guide a depuis été complété par un papier de l'EBA sur le même sujet, et les risques climatiques y sont envisagés sous deux angles. D'abord, le risque physique qu'un actif financé par la banque soit détruit par une intempérie. Et ensuite, un risque dit de transition, c'est un risque qui est d'ordre strictement financier. C'est la valorisation financière de l'actif qui est menacée. En effet, ce sont des risques nouveaux. Comment les banques vont-elles les appréhender, notamment sous l'angle de la consommation de fonds propres, c'est-à-dire les RWA? C'est une question d'ordre politique, à laquelle je me garderai bien de répondre. Ce qui semble acquis à ce stade, c'est que ces risques ESG sont considérés comme ne pesant pas directement sur les banques, mais plutôt sur leurs clients. Les risques climatiques menacent la solvabilité des clients, et ce n'est que par ricochet que la banque est touchée, en particulier au travers d'un risque de crédit accru. Une discussion est en cours entre les banques et les superviseurs bancaires pour savoir si les risques climatiques et environnementaux doivent être appréhendés dans le cadre du SREP. Dans la mesure où les banques ne disposent pas actuellement de données ESG suffisantes pour mesurer ces risques, elles y sont fermement opposées. L'autre aspect politique est à un peu plus long terme. Le commissaire européen Dombrovskis a indiqué à plusieurs reprises qu'il souhaitait que les RWA des banques soient mobilisés pour favoriser les financements verts. À ma connaissance, la discussion se poursuit dans les différentes instances nationales ou internationales. Autrement dit, la révision BAL 4 pourrait être élargie aux enjeux ESG. En tout cas, il y a une nette accélération des enjeux ESG au niveau du régulateur bancaire. Dans le cadre de la transposition de BAL 3 à BAL 4, on s'attend à ce que la Commission européenne fasse des propositions pour prendre en compte les risques ESG dans les exigences de fonds propres. La publication du projet de transposition est attendue pour la fin de ce mois, pour fin octobre. Cela permettra de mesurer l'avancement des réflexions sur l'ajustement du pilier 1. Toutes ces discussions réglementaires nous amènent au dernier point que je souhaitais évoquer avec vous, la question de la réallocation des financements. Oui, vous faites bien, parce que en fait, c'est le sujet majeur sur lequel les banques sont attendues. Il s'agit de diminuer graduellement les financements accordés aux énergies fossiles et à l'économie industrielle classique, afin, dans le même temps, d'augmenter progressivement les financements bancaires accordés aux énergies renouvelables et aux solutions devant permettre à l'Union européenne d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Vous faites ici référence au fameux slogan « Shift the Trillions » que Paris Europlace avait notamment utilisé au moment de la COP21. Absolument. Pour les banques, c'est un sujet qui va faire appel à tout leur doigté commercial. Même si certains souhaiteraient procéder de façon parfois radicale, en mettant simplement fin au financement des activités les plus polluantes, les banques sont conscientes de ce qu'elles ont également une responsabilité sociale. Pour elles, la vraie question est de savoir comment faire pour accompagner leurs clients dans la transition ESG. C'est tout l'objet d'une méthode telle que PACTA, qui a été mise au point pour dessiner des trajectoires d'évolution chez les clients.
Mais la réallocation des financements est également un sujet délicat sous l'angle réglementaire. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de réglementation sur le sujet. Or, c'est l'enjeu majeur, vous venez de le dire. Oui, mais il est très difficile pour la réglementation d'être prescriptive en la matière. En effet, notre droit national ou européen repose sur un principe fondamental, qui est la liberté d'entreprendre. En l'état actuel du droit, il paraît très délicat pour une réglementation d'interdire une activité économique. On peut encadrer ou restreindre, mais interdire complètement, c'est beaucoup plus délicat. Et puis, la transition ESG ne peut pas se décréter. C'est le terrain, les entreprises, les particuliers qui feront émerger les solutions nouvelles. Et c'est le savoir-faire spécifique des banquiers que de savoir lire le terrain pour accompagner et encourager les solutions qui paraissent viables. Étienne Antome, merci pour votre éclairage. Pour conclure, je signalerai aux auditeurs de Radio KPMG que la plateforme de banque durable, le Sustainable Banking Hub de KPMG, réunit le meilleur de notre expertise en développement durable et en banque. Cette belle équipe accompagne déjà de nombreux établissements dans leur transition ESG. N'hésitez donc pas à les solliciter. Au terme de cet entretien, nous comprenons que nous sommes aujourd'hui aux prémices de cette transition et nous aurons donc l'occasion d'aborder d'autres enjeux ESG et pas uniquement le E, mais également le S et le G dans de prochaines émissions. Avant de terminer cette émission, je vous signale 2 événements à noter dans votre agenda. Le premier événement n'est autre que notre traditionnelle conférence annuelle, Arrêté des comptes banque et assurance. Cette année, elle sera organisée sous format digital en plusieurs épisodes mis en ligne au fil de l'eau à partir du 16 novembre 2021. Indispensable à la clôture 2021, vous pourrez visionner ou revisionner chaque épisode de cette conférence à votre convenance et faire ainsi le tour de l'actualité comptable, juridique, fiscale et ESG en bénéficiant des interventions d'institutionnels et de témoignages de représentants de banques et de compagnies d'assurance, ainsi que des présentations techniques assurées par les experts de KPMG et de KPMG Avocats. Pour vous inscrire à cette conférence, allez sur le site kpmg.fr ou dans l'application Radio KPMG. Le deuxième événement que je vous recommande aura lieu en présentiel le 9 décembre prochain à 17h à l'hôtel Shangri-La. Cet événement, sous la forme d'une table ronde, abordera les principaux enjeux de la gouvernance dans les banques et les entreprises industrielles et commerciales dans la transition de l'économie actuelle en économie durable. Il se fera en partenariat avec l'Audit Committee Institute de KPMG. On clôture cette émission avec les principales publications KPMG parues cet été, notre étude sur la performance des grands groupes bancaires français au 30 juin 2021, et puis notre numéro ActuBank du mois de septembre. Ces 2 publications sont adressées à l'ensemble de nos abonnés et sont aussi disponibles sur le site kpmg.fr. Cette émission est maintenant terminée. Un grand merci à tous pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle émission de KPMG Fréquence Banque. Et d'ici là, n'hésitez pas à télécharger notre application Radio KPMG. Très bonne journée à tous. KPMG Fréquence Banque.